Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 5 leçons que j'ai apprises en 2022. 5 leçons qui ont impacté ma vie positivement, qui m'ont permis d'être une meilleure personne, qui m'ont permis d'avancer plus rapidement dans mes objectifs dans la vie. Et ces 5 leçons qui, j'espère, pourront aussi vous impacter et vous apporter de la valeur. Et au passage, ces 5 leçons sont majoritairement tirées de livres que j'ai lus. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une vidéo sur les livres que j'ai lus en 2022. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo complète sur tous ces livres-là, histoire de vous apporter encore plus de valeur. Donc la première leçon, c'est less is better. Donc en français, c'est mieux d'avoir moins de choses. Donc j'ai tiré cette leçon du livre Essentialism. C'était un très bon livre. Je me rappelle très bien lorsque j'ai lu ce livre-là pour la première fois, c'est lorsque je venais d'arriver à Bali. Lorsque je venais d'arriver à Bali, c'était une période assez spéciale pour moi, un peu mouvementée dans ma vie personnelle, dans le business, dans tous les sens du terme. Parce que pour ceux qui me suivent, qui connaissent un peu mon parcours, lorsque je suis arrivé à Bali, c'était vraiment là pour moi le début de vraiment l'aventure entrepreneuriale. Parce que avant d'arriver à Bali, j'étais aux États-Unis, je faisais du business en ligne, mais je partais encore à l'université. Donc j'étais pas encore à 100% dans le business, c'était pas forcément ma réalité de tous les jours 100%. J'étais encore dans le mindset de je vais à l'école, je fais des études et tout. Donc lorsque j'ai terminé mes études, c'est là que je me suis dit bon, on va maintenant se mettre à fond dans le business et j'ai décidé d'aller tout seul à Bali pour une période indéterminée. Lorsque je suis arrivé à Bali, c'est le premier livre que j'ai lu parce que à l'époque, je me sentais vraiment encombré dans tous les sens du terme. Je me sentais encombré que ce soit dans mon business. J'avais beaucoup de personnes qui travaillaient avec moi, mais je savais pas forcément si j'en avais besoin de ces personnes-là. Il y avait beaucoup d'engagements que je prenais au niveau du business qui me ralentissaient, qui étaient un peu une charge sur mon dos. Je savais pas si j'en avais besoin à l'époque. Dans ma vie personnelle, c'était pareil. Il y avait beaucoup d'éléments dans ma vie personnelle qui, j'avais l'impression, alourdissaient ma vie. Dans le sens où lorsque je me suis lancé dans le business en ligne, logiquement, ma vie a changé drastiquement. J'avais plus les mêmes réalités, donc j'ai dû rapidement m'adapter à ce nouveau style de vie. Et sans te mentir, j'avais toujours une trace de mon ancienne identité qui était toujours en moi, dans le sens où là, j'avais une nouvelle vie, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle identité devant moi avec le business, entrepreneuriat et tout. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours et mon histoire, lorsque je suis arrivé à Bali, j'étais un peu à un point de ma vie où j'étais un peu toujours, comme on le dit, le cul entre deux chaises, tu vois. C'est-à-dire que j'étais pas encore à 100% dans l'entrepreneuriat, j'étais encore à moitié dans l'entrepreneuriat, encore avec les études universitaires qui étaient toujours, on va dire, dans ma tête en tant qu'une grosse partie de ma vie. Donc c'est vraiment quand je suis arrivé à Bali que j'ai pu faire cette séparation-là et vraiment me détacher de cette ancienne version de moi qui était le jeune Ibrahim qui partait à l'université, etc. Avec toutes les réalités de l'université, tout ça, tu vois, parce que c'est deux vies complètement différentes. Et arrivé à un moment, moi je pense que dans la vie, tu peux pas avoir deux identités. Tu peux pas dire, ah j'ai mon boulot et j'ai mon petit business à côté. Sinon ton petit business va rester un petit business toute ta vie. Tu dois décider, soit tu veux avoir un gros business, soit tu veux être le meilleur dans ton boulot ou être le meilleur à l'école. Tu peux pas faire les deux. Et moi, j'ai très vite compris que je pouvais pas faire les deux. Et ça très vite, avant même la fin de mes études, parce que le business en ligne, il a commencé à marcher pour moi, je pense à 1 an de la fin de mes études. Et là, je me suis assis et je me suis dit, ah, là, faut prendre la décision. Tu sais très bien que ces histoires de tu peux faire les deux à la fois, ça marche pas. Parce que tu vas faire les deux à la fois, mais tu vas faire les deux de manière à moitié. Et moi, je déteste faire les choses à moitié. Je me suis assis, je me suis dit, ok, quand tu regardes sur 10 ans, sur 20 ans, ces deux-là, que ce soit l'université ou le diplôme et le business en ligne, c'est quoi qui a le plus de potentiel? Et logiquement, c'était le business en ligne. Donc, mon focus, ma priorité, avant même la fin de mes études, c'était le business en ligne. Je partais toujours à l'université, histoire de valider tout ça, terminer l'année en beauté et tout ça, parce que j'avais déjà commencé, j'allais pas arrêter les études. À l'époque, je voulais surtout pas faire partie de ces entrepreneurs-là qui disent partout que ah, moi, j'ai arrêté l'école, etc. Je voulais même pas ça. Je voulais pas avoir cette étiquette-là de j'ai arrêté l'école parce que j'ai commencé à faire de l'argent. Parce que moi, je trouvais que c'est un peu une mauvaise étiquette de dire ah, j'ai arrêté l'école parce que je faisais de l'argent. Je voulais juste terminer ça et après, basta, on passe à autre chose et direct, je suis dans le business. Du coup, j'en reviens à la leçon, c'est less is better. Quand je suis arrivé à Bali, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup encombré. De un, par mon ancienne identité, de personnes qui étaient dans le système scolaire, etc. avec toutes ces réalités. J'ai dû me détacher de ça. J'étais aussi encombré par le matériel. Parce que sans te mentir, lorsque je suis parti à Bali, j'ai pris ça un peu comme je me disais, je déménage complètement. Donc lorsque j'ai quitté les États-Unis, avant de quitter les États-Unis, j'ai fait mes valises et tout ce qui pouvait pas rentrer dans mes valises, je me suis dit,
soit je le vends parce que je faisais du minage de Bitcoin. Il y avait pas mal d'équipements, des grosses machines, des grosses cartes graphiques. J'allais pas me trimballer avec ça à l'aéroport, tu vois, avec tout ça. Donc j'ai dû me dire, ok, le minage de Bitcoin c'est bien et tout, mais est-ce que ça en vaut la peine de me trimballer avec tout cet équipement? Très vite j'ai su que j'allais pas le faire parce qu'après, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, mais le minage de Bitcoin. Donc j'ai revendu tous mes appareils de minage de Bitcoin. J'avais pas mal d'équipements de vidéos, d'équipements pour faire des t-shirts, pas mal d'équipements parce que je faisais pas mal de choses à l'époque. J'ai dû me débarrasser de tout ça pour te dire qu'avant de quitter les États-Unis directement, en termes de matériel, j'ai commencé à m'alléger parce que lorsque j'ai commencé à voyager cette première fois là pour aller à Bali, j'ai quand même développé un mindset de me dire à chaque fois que je voyage, il faudrait que toute ma vie puisse tenir dans mes valises. Dans le sens où tout ce que je porte, tout ce que je possède comme matériel, peu importe, toute ma vie, mes équipements, mes caméras, tout ce qui me concerne dans ma vie, etc., faudrait que tout puisse tenir dans mes valises. Parce que je partais dans une optique où je savais pas forcément où j'allais m'installer sur les 2 à 3 prochaines années. Donc dans le sens où je pouvais pas laisser des habits ici ou des affaires ici et aller dans un autre pays et après j'allais regretter. Donc il fallait que j'ai tout ce qui est nécessaire sur moi à tout moment. Et donc là tu comprends que lorsque tu voyages, tu as droit à 2 valises, un trolley, tu vas pas prendre toute ta vie. Donc là ça m'a forcé à vraiment réduire, à avoir que l'essentiel. Lorsque je suis arrivé à Bali, j'étais assez léger en termes de matériel, mais j'avais encore pas mal de choses qui m'encombraient et principalement c'était plus dans ma tête, c'était plus de croyances limitantes, plein d'insécurité encore qui m'encombraient dans la tête. Donc j'ai dû faire un gros travail quand je suis arrivé à Bali et c'était un travail que j'ai fait dans l'ombre, dans le silence. Pour ceux qui me suivaient, lorsque je suis arrivé à Bali, j'étais très silencieux pendant une longue période de temps, mais crois-moi, c'était une longue période très bénéfique, je vais dire, pour mon développement personnel. Donc c'est un peu ça pour le premier point. Donc deuxième leçon que j'ai apprise en 2022, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc c'est une citation que je partage beaucoup. À l'époque, je la partageais beaucoup plus souvent, mais de temps en temps, je la partage. Donc là, je pense que vous voyez bien la citation. Donc, be the change that you want to see in the world. Donc, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ça veut dire sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une citation que je partage beaucoup sur Instagram de temps en temps. Donc, pour ceux qui sont actifs avec moi sur Insta. Et c'est une citation qui me tient beaucoup à cœur. Donc, pour l'anecdote, cette citation, j'étais aux États-Unis quand je l'ai achetée. Elle m'a coûté $5. Je me promenais dans un magasin. C'est un magasin aux États-Unis où tout coûte $5. Tu vois, il y a plein de magasins comme ça. J'étais avec une amie et lorsque j'ai vu cette citation, ça m'a juste parlé, tu vois. Parce qu'il y avait plein de citations un peu partout dans le magasin. Donc, des citations un peu random. Des trucs qu'on trouve un peu sur Instagram et tout. Et quand j'ai vu cette citation, bizarrement, elle m'a parlé, je l'ai acheté. Je suis rentré à la maison avec ça, j'ai accroché ça sur mon mur et je savais pas forcément que j'allais garder ça longtemps. Maintenant, en fonction de la leçon que j'ai appris de cette citation, c'est explicite. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est un peu une phrase que je me répète tout le temps. C'est-à-dire, lorsque je me rappelle un peu pourquoi je me suis lancé sur Internet, c'était quoi mon objectif de base. Certes, je voulais me faire de l'argent, etc. Mais de base, quand je me suis lancé sur Internet, je voulais aussi avoir un impact sur les gens. Parce qu'avant de me lancer, je regardais beaucoup de vidéos de David Laroche, de Oussama Ammar, des personnes comme ça qui faisaient des speeches, qui parlaient, qui étaient vraiment inspirantes, qui impactaient les gens. Et moi, quelque part, je me disais, je veux avoir aussi une histoire que je raconte aux gens, qui va inspirer les gens, etc. Être un modèle, quelqu'un qui inspire. Et à l'époque, je faisais rien d'inspirant, mais je voulais être inspirant. Du coup, quand je voyais cette citation, ça me disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et moi, à l'époque, je me disais, et c'est toujours le cas, je vois beaucoup plus de jeunes Africains qui ont une image positive dans le monde, qui font des choses positives, pas juste des jeunes Africains qui sont juste représentés d'une manière négative un peu dans les médias, un peu partout sur Internet, que ce soit des scams, des arnaques, ou etc. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses en Afrique, surtout les jeunes Africains. Et moi, c'était un peu cette citation-là me rappelait ça, dans le sens où je me disais, si tu veux voir plus de jeunes Africains qui montrent de bons modèles, qui montrent de nouveaux modèles de réussite dans la société, ça commence par toi. Donc ça commence par moi. Du coup, je me dis ça à chaque fois. Donc à chaque fois que je vais poser une action, peu importe dans la vie, tu vois, j'ai toujours ça en tête de me dire, est-ce que ça correspond à la vision de la personne que tu veux être, Ibrahim? À chaque fois que je veux faire quelque chose de nouveau, et principalement dans ma vie personnelle, mais aussi dans mon business, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que moi, je suis une personne de très calculée. Tout ce que je fais, c'est très calculé. Donc quand les gens voient mes vidéos, voient les trucs que je sors à chaque fois, ils ont toujours l'impression que bon, c'est juste des vidéos pour se faire de l'argent. Mais il y a une idéologie derrière tout ça, il y a une vision derrière tout ce que je fais, il y a un réel but derrière tout ce que je fais. Et la majorité de mes actions vont dans la direction de cette vision que j'ai de voir
voir une nouvelle jeunesse africaine aux yeux du monde entier. Donc des jeunes africains qui sont consciencieux, qui font de grandes choses. Donc la majorité des actions que je pose, elles vont dans le sens de cette vision-là. Mais malheureusement, la majorité des gens vont juste voir des choses en surface et c'est normal. Mais pour dire que c'est un peu un mantra que tu peux aussi garder. Garde-toi en tête que tu peux avoir une vision du monde, tu peux avoir une vision utopique du monde, voire espérer voir des changements positifs dans le monde. Mais après, tout ça, ça devrait commencer par toi. Et j'ai souvent ce genre de discours avec des personnes aussi qui viennent d'Afrique. Et j'en rencontre beaucoup qui sont souvent là à rejeter la faute sur les autres. Dans le sens où il y a beaucoup qui vont dire si l'Afrique doit changer, le gouvernement doit changer, etc. Si le gouvernement fait pas ci, nous on peut pas avancer, etc. Ils ont très souvent la tendance à rejeter la faute sur le gouvernement. Donc eux, dans leur optique, si le gouvernement veut pas que l'Afrique change, l'Afrique va pas changer. Mais après, moi je me dis c'est très bien. Donc moi je suis le genre de personne, j'évite de me concentrer sur des éléments sur lesquels j'ai pas de réel contrôle. Dans le sens où si je me dis pour que l'Afrique change, faudrait que le gouvernement change. J'ai aucun contrôle sur le gouvernement. Moi je peux pas faire que le gouvernement il va changer. Donc si je vais dans cette optique-là, l'Afrique elle va jamais changer. Alors que moi je veux que l'Afrique change. Alors comment moi je raisonne? Je me dis si je veux que l'Afrique change et que le gouvernement peut pas changer, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour faire avancer ce changement-là? Et c'est ce que je fais. Je peux faire des vidéos, je peux partager un modèle de réussite qui va inspirer des jeunes Africains. Je peux montrer à des jeunes Africains comment réussir sur Internet, comment le faire honnêtement. Et moi de mon côté, c'est comme ça que je contribue à ce changement-là. Donc que le gouvernement fasse sa part ou pas, moi de mon côté, je fais ma part. Et je dis ça souvent à des personnes, surtout les panafricanistes et tout, je vais pas cracher sur eux, mais ils sont très souvent là à blâmer le gouvernement, à dire ah les gars, le gouvernement fait pas ci, le gouvernement fait pas ça. Ils sont toujours là sur YouTube à faire des lives de 2 heures à toujours blâmer le gouvernement, mais à la fin eux-mêmes quel genre d'action ils posent pour faire avancer le changement? Parce que c'est ce qui compte à la fin de la journée. C'est pas qui va venir s'asseoir sur YouTube et parler pendant 2 heures de comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'Afrique, mais c'est qui fait réellement des actions pour faire évoluer l'Afrique. Mais ça c'est un aparté. Juste pour dire que je suis pas le genre de personne qui va se concentrer sur des aspects qui sont en dehors de ma portée où j'ai pas vraiment de réel contrôle. Je préfère me concentrer sur là où j'ai du contrôle, ce que je peux réellement changer et c'est moi. J'ai du contrôle sur moi à 100%, je peux me changer en tant que personne, je peux changer mon état d'esprit, je peux changer mes actions et ça peut avoir un impact sur la société. Troisième leçon que j'ai apprise en 2022 qui a aussi impacté surtout ma productivité et on va dire mon efficacité dans ma vie personnelle, mais surtout dans le business. Encore une fois, cette leçon, je l'ai tirée d'un livre que j'ai lu. Le livre en question, il s'appelle Deep Work. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais partagé une fois en story. Il s'appelle Deep Work. Et la leçon en question que j'ai apprise de Deep Work, c'est 4 hours of deep work is better than 10 hours of distracted work. Ça veut dire que 4 heures de travail concentré, c'est-à-dire 4 heures où tu es à fond focus dans le travail, c'est mieux que 10 heures où tu fais juste que être distrait dans le travail. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais pas trop la distinction entre être occupé et être productif. Je me disais, si toute la journée de 8h à 18h, je suis juste occupé à faire plein de choses, c'est que j'ai passé une bonne journée, tu vois, c'est que j'ai fait quelque chose de bien de ma journée. C'est-à-dire que je peux être là sur toute la journée, je vais rien faire de bon. Je vais faire des recherches inutiles, travailler sur des projets qui ont ni queue ni tête. À l'époque, j'étais le genre de gars, chaque semaine, j'ai un nouveau projet. Chaque semaine, j'ai une nouvelle application que je vais développer et à la fin de la semaine, le projet il disparaît. J'arrivais pas à faire la distinction entre être productif, c'est-à-dire faire des choses qui te font vraiment avancer dans la vie, qui font vraiment avancer ton business ou ta vie personnelle et juste être occupé à juste faire des choses qui n'ont aucun réel intérêt. Et en lisant ce livre-là, donc Deep Work, je me suis rendu compte de ce problème-là que j'avais. C'est que je me disais, j'avais cette phobie-là de me dire, si dans une journée, je fais pas beaucoup de choses, c'est que je suis pas productif. Donc je voulais à chaque fois remplir mes journées de plein de choses qui n'étaient pas très utiles à chaque fois. Donc là, j'ai commencé à faire de l'exercice. Et l'exercice de ce livre-là consistait à juste avoir une période de minimum 4 heures par jour. Donc soit du lundi au vendredi ou même du lundi au samedi. Minimum 4 heures par jour de ce qu'on appelle Deep Work. C'est-à-dire 4 heures où tu fais des tâches vraiment essentielles qui font avancer ton business. Donc que ce soit 4 heures où tu filmes des vidéos dans mon cas, que ce soit 4 heures où tu scriptes des vidéos, que ce soit 4 heures où tu fais une tâche vraiment essentielle à ton business qui fait vraiment avancer ton business. Maintenant, lorsque tu auras terminé ces 4 heures de Deep Work, donc ces 4 heures où tu es vraiment focus à 100%, tu es loin de ton téléphone, où tu le mets en mode avion, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de quoi que ce soit, tu es juste concentré sur cette tâche-là pendant 4 heures de temps, non-stop. Et ensuite, après ces 4 heures-là, tu as plus de temps, tu peux faire d'autres choses qui sont moins essentielles. Ça fait que à la fin de ta journée, lorsque tu vas faire un bilan, tu te rends compte que dans les 4 heures, j'ai fait le plus essentiel. Maintenant, après, c'est les autres tâches que j'ai juste fait pour m'occuper. Et lorsque j'ai commencé à appliquer ça au fur et à mesure, je vais pas te mentir, c'est difficile, hein. C'était très difficile parce que j'avais toujours cette mentalité-là de me dire, si je suis pas occupé tout le temps, c'est que j'ai l'impression que je fais rien, je perds mon temps. Donc, je voulais tout le temps être occupé et ça a été difficile pour moi de faire ce shift-là, de me dire, t'as pas juste besoin d'être
d'être occupé tout le temps. Juste fais les tâches importantes et ça te permettra d'avancer. Surtout que moi, je suis à un stade de mon business où je suis en train de déléguer beaucoup de tâches. Et ça m'apprend vraiment à déléguer les tâches qui sont pas nécessaires parce que je veux concentrer 100% de mon temps à faire les tâches qu'il y a que moi qui peux faire. Si le montage vidéo, une personne peut le faire mieux que moi, à quoi ça sert que je le fasse? Si répondre à des emails, une personne peut le faire mieux que moi, à quoi ça sert que je le fasse? Donc le but, c'est que tu te concentres sur les tâches qui sont vraiment essentielles, qui permettent de faire avancer soit ton business, soit ta vie personnelle, mais ce sont les tâches essentielles. Et ça, c'est un truc que tu peux appliquer à tout dans la vie, même aux études à l'école. C'est un peu similaire à la loi des 80-20, dans le sens où tu fais 20% des actions qui amènent 80% des résultats. Dans le sens où lorsque tu es à l'école, tu sais très bien que lorsque tu auras des examens, tu n'as pas besoin de bosser toute la leçon. Forcément, des éléments clés qu'on va te demander à l'examen. Mais aux États-Unis, le plus souvent, les professeurs vous donnent des indices sur ce qui va venir dans l'examen, sur les différents chapitres. Donc, tu n'auras pas à bosser tous les chapitres que vous avez fait dans l'année. Donc, moi, personnellement, ça me permettait de me focus sur ces 20% des chapitres-là qui allaient être dans l'examen. Et j'allais pas passer toutes mes nuits à bosser tous les chapitres et me retrouver dans un examen où on va me demander juste 2 choses de 1000 choses que j'ai apprises. Donc, ça, c'est une stratégie que tu peux appliquer à tout dans la vie, le deep work. C'est-à-dire, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une journée où tu es occupé de 6h à 17h. Juste, aie au moins 4 heures de temps où tu fais les tâches les plus importantes. Et crois-moi, à la fin de la journée, tu te sentiras plus épanoui à la fin de la journée. Et je te prends un exemple. Tu peux avoir une journée, et moi personnellement, ça m'arrive beaucoup. Je peux avoir des journées où je suis occupé de 6h à 17h. Mais à la fin de la journée, j'ai l'impression que j'ai rien foutu. Et pourquoi? Parce que j'ai pas fait le plus important de la journée. Je vais faire des trucs vraiment qui n'ont aucune importance. Mais les choses qui sont importantes pour faire avancer le business, je vais pas les faire parce que j'ai la flemme tout simplement. Mais malgré que de 6h à 17h, je suis occupé à faire des choses, à la fin de la journée, je suis pas satisfait de ma journée. Je suis pas fier de moi. Alors qu'à contrario, lorsque je passe des journées où je fais pas grand chose, mais j'ai fait le plus important des tâches qui ont fait avancer le business, à la fin de la journée, même si ma journée est finie à 14h, même si ma journée est finie à 15h, je suis épanoui, tu vois. Je peux finir la journée, je vais dormir tranquille et je suis à l'aise parce que je sais que j'ai fait les tâches qui ont fait avancer mon business dans la journée. Donc cette leçon-là, c'est une leçon qui m'a beaucoup servi en 2022. Être productif et ne pas juste être occupé à faire beaucoup de choses qui sont pas très nécessaires pour te faire avancer. Quatrième leçon que j'ai apprise en 2022, qui est aussi tirée d'un livre très populaire, Atomic Habits, que j'ai aussi plusieurs fois partagé sur mes réseaux, qui est un livre que j'ai lu dans son entièreté. C'est un gros livre et croyez-moi, je pense que c'est le livre qui m'a le plus impacté globalement. Donc la leçon que j'ai tirée de ce livre, c'est You are your habits. If you want to change yourself, change your habits. Ça veut dire tout simplement, tu es tes habitudes. Si tu veux changer de vie, change juste tes habitudes. Et ça a l'air d'être simple, mais croyez-moi, c'est un truc qui est puissant. Cette phrase, elle est très puissante et ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais lorsque j'ai terminé de lire le livre là et que j'ai commencé à appliquer un peu au fur et à mesure les différents enseignements de ce livre là, au début c'était difficile. J'ai dû me forcer pour faire certaines habitudes, comme par exemple faire du sport quotidiennement. Parce que avant j'étais une personne, j'étais beaucoup, on va dire, saisonnière. Je peux être à fond dans le sport pendant 2-3 mois et après je disparais de la gym. Je fais plus signe de vie pendant 6 mois et après je culpabilise et je reviens, je bombarde pendant une semaine, après je disparais, etc. Je manquais cette constance, comme on dit, je manquais ça. Et avec le temps et en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte de ce qui clochait à ce niveau-là. C'est que c'est un problème d'identité. Parce que les habitudes que tu as, elles sont en accord avec l'identité que tu as. Tu peux pas vouloir avoir les habitudes d'une personne qui est disciplinée, une personne qui est entrepreneur de haut niveau, etc., qui fait plein de choses. Mais si à l'intérieur de toi, tu as une identité d'une personne flemmarde, qui veut rien faire de ses journées, qui veut juste dormir, regarder Netflix. C'est les deux choses qui vont pas ensemble. C'est pour ça que tu peux voir plein de personnes qui, du jour au lendemain, 1er janvier, ils ont des résolutions d'entrepreneurs de fou. Je vais lancer un business, je veux aller à la gym, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils vont le faire une semaine et après ils vont disparaître. Parce que ils ont pas fait le travail déjà pour changer leur identité. Tu peux pas venir dans une nouvelle année avec ta même identité, tu es toujours la même personne et tu veux juste rajouter des habitudes dessus qui sont même pas en accord avec qui tu es. Tu vas le faire une semaine, ça va pas aller parce que c'est pas toi pour l'instant. Tu dois d'abord faire ce travail-là pour changer ton identité, changer qui tu es en tant que personne avant de pouvoir être à l'aise à faire ces habitudes-là naturellement. Aujourd'hui, donc si je comptabilise, ça doit faire peut-être 4 mois ou peut-être 3 mois que je vais à la gym tous les jours non-stop. J'ai même plus besoin de me forcer. C'est comme une habitude, c'est-à-dire que instinctivement, c'est comme il y a une alarme qui me dit ah ouais, t'es pas allé à la gym aujourd'hui, va à la gym. Dans le sens où ça m'a pris du temps pour construire l'habitude, mais ça a été vraiment plus effectif, ça a été vraiment plus efficace lorsque j'ai fait le travail pour changer mon identité. De vraiment aller au plus profond de moi et faire ce travail-là, de me dire ok, tu te regardes dans le miroir et tu te dis les vérités qui font mal. Ibrahim, tu es un gars, tu es paresseux. Tu vois. Les gens savent pas ça derrière la caméra. Tu es paresseux, tu as beaucoup de potentiel, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu ne les fais pas ces choses-là parce que tu dois avoir des insécurités ou des trucs qui te bloquent, des blocages émotionnels ou quoi que ce soit qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent d'utiliser au maximum ce potentiel
potentiel-là. Et il faut que tu le fasses. Il faut que tu élimines ces blocages-là. Il faut que tu passes au-dessus de ça parce que tu dois le faire. Il a fallu que je m'assoie devant le miroir, que je me dise ces 4 vérités-là. C'était dur, hein. C'était très dur. Et il y a un autre livre que j'ai lu qui m'a aidé avec ça. C'était le livre de David Goggins qui s'appelait Can't Hurt Me. C'est un très bon livre. C'est un livre vraiment, quand tu le lis, tu es en face à toi-même, à tes insécurités. C'est un travail que plein de personnes ne veulent pas faire parce que c'est pas facile. C'est des vérités dures que tu veux pas voir, que tu veux pas entendre. Tu sais, tout le monde sait les vérités qu'il a à se dire à lui-même. Personne ne doit te dire ça, mais c'est juste que tu as peur parce que tu sais très bien que pour pouvoir changer, ça va être difficile. J'ai dû me regarder dans le miroir, me dire ces vérités-là. Et lorsque j'ai fait ce premier pas, ça a été plus simple pour changer mon identité et devenir réellement cette personne que je voulais être à 100%. Et ce livre-là, Atomic Habits, m'a vraiment aidé avec ça. Je vais pas dire que je suis devenu le top 1%. Tu vois, le gars qui est parfait dans tous les niveaux de la vie. Je suis pas à ce niveau-là. Moi, je pense que la perfection, ça n'existe pas. Donc, tous ces gars que tu vois sur Internet, top 1%, top 1%, comment être le top 1%, c'est juste du marketing. Certes, ils ont fait du travail sur eux, ils ont fait du développement personnel, ils sont devenus des meilleures personnes. Mais le top 1%, etc., c'est juste du marketing. Derrière, c'est pour te vendre une idéologie. Ils sont pas parfaits. Ils ont des défauts, ils ont des lacunes, etc. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des lacunes. Mais moi qui te parle, j'ai des défauts, j'ai des lacunes. Il n'y a pas de perfection. Le but, c'est juste d'être une meilleure personne. Il faut toujours vouloir être meilleur. Peu importe au niveau où tu es, il faut toujours vouloir être meilleur. Tu n'arriveras jamais à un niveau où tu vas te dire, bon là, je suis arrivé à ce niveau-là, c'est bon, j'ai pas besoin d'être meilleur. Ça n'existe pas. Si tu arrêtes de t'améliorer, eh bien, tu descends. Et ça, c'est logique. C'est dans la vie, c'est comme ça. Tu peux voir des sportifs de haut niveau qui étaient à leur top, qui explosaient tout. Mais une fois qu'ils sont arrivés à un moment de leur vie où ils se sont dit, ok, là, j'ai tout accompli, je vais faire une pause, je vais arrêter. Tu vois que leur niveau de santé s'est dégradé. Et ça, moi, personnellement, c'est pas un truc que je trouve beau à avoir. Je veux avoir cette constance-là de vie, de me dire, je veux toujours avoir ces habitudes-là, même quand je vais vieillir. Que ce soit faire du sport tout le temps, pas forcément la muscu, hein, juste du sport, courir, c'est du sport, etc. Que ce soit lire tout le temps, même si je ne vais pas lire des livres chaque mois ou quoi que ce soit, juste t'habituer à te documenter, à lire, à apprendre tout le temps, etc. Et c'est des habitudes que je veux garder toute ma vie. Je veux pas que ce soit juste une partie de ma vie, je fais ça, et après, quand je vieillis, j'abandonne tout. Et à quoi ça a servi de faire ce travail-là quand j'étais jeune? Tu vois ce que je veux dire? Donc, conclusion de cette leçon, c'est tu es tes habitudes. Donc, si tu veux changer de vie, tu veux changer d'identité, eh bien, ça commencera par tes habitudes. Tu vas devoir changer tes habitudes si tu veux vraiment changer. Et moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer il y a, on va dire, 6 mois, que j'ai vraiment commencé à appliquer intensivement. Et c'est quelque chose qui a vraiment eu un gros impact sur mon développement personnel. Et même si on me le dit pas, moi, déjà, je suis sur YouTube. Je fais des vidéos sur Internet. Donc, je peux juste aller regarder il y a 6 mois le genre de vidéos que je faisais, comment je m'exprimais, la confiance que j'avais devant la caméra, etc. Et c'est des trucs qui ne mentent pas. Va sur ma chaîne YouTube principale, regarde ma première vidéo et viens comparer aujourd'hui. Et toi-même, tu verras un peu la différence entre ces deux personnes-là. Et pour te dire que c'est un peu ce que j'aime un peu avec le développement personnel. C'est ça la beauté du développement personnel. Quand tu t'assois et que tu te compares, même pas sur une longue période, hein, tu te compares juste, tu te dis, il y a 1 an, j'étais comme ça et aujourd'hui, je suis comme ça. C'est merveilleux. Et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est un travail que tout le monde peut faire sur soi. Moi, à l'époque, j'étais le genre de personne, je me disais qu'il y a certaines personnes, ils naissent avec des qualités. Je me disais, il y a des gens, ils sont extravertis, ils sont nés extravertis, et moi, je suis plus timide, etc. Bref, tout ça, c'est des croyances limitantes que tu te mets dans la tête. Hein. Moi, à l'époque, je me disais que j'étais timide. Les gars qui me connaissent à l'époque, qui ont fait le lycée avec moi, qui ont fait le collège, etc., je me disais que j'étais timide. Je me mettais ça dans la tête. Je me mettais ça tout seul dans la tête. Du coup, je m'enfermais toujours dans ma coquille, etc. Je parlais pas aux gens. Ça m'empêchait même de vivre des expériences juste parce que je me disais que j'étais timide. Du moment où j'ai enlevé ça de ma tête, et je me suis dit, ah, t'es pas timide, fais des vidéos, etc. Je me suis rendu compte que c'était juste une étiquette que je me mettais sur moi. Et quand j'ai arrêté de faire ça, ma vie, elle a changé drastiquement. Tu vois. Et c'est un truc que je te souhaite à toi aussi. Arrête de te mettre des étiquettes. Arrête de te dire que moi, je suis né comme ça, les autres sont nés comme ça. Et c'est des croyances limitantes. Et j'ai l'impression que la société dans laquelle on vit en ce moment, elle pousse vraiment ce genre de narratif de dire que, ah ouais, tu fais des dépressions, c'est normal. Vas-y, fais des dépressions. Enferme-toi dans ta chambre, c'est normal, etc. Mais pour te dire que j'ai l'impression que la société en ce moment, elle est vraiment en train de pousser ce genre de narratifs qui sont pas dans notre intérêt, surtout nous les hommes. Ça nous rend faibles, nous rend dépressifs. Du coup, je me dis, il faut vraiment fermer les yeux sur tout ça. Regarde pas trop ce qui se fait dans la société. Sois une meilleure personne, etc. Et crois-moi, ça aura un impact positif sur ta vie et tu seras une meilleure personne. Donc, dernière leçon que j'ai apprise de l'année 2022 et selon moi qui est de loin la leçon qui m'a le plus impacté. Et c'est dans un livre que j'ai appris ça encore une fois. Le livre s'appelait Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Un truc comme ça. Et au passage, j'avais vu ce livre-là dans la stories d'une fille sur Instagram. Elle s'appelle Conéerine. Donc, si elle regarde la vidéo, elle pourra me mettre un commentaire. J'étais tombé par hasard sur ce livre-là dans sa story. J'ai dit, ok, c'est quoi ce livre-là? Ça m'a intrigué. J'ai acheté le livre, je l'ai lu. J'ai pas regretté. Déjà, le livre, c'est un livre qui est court. L'impact que ce livre-là peut avoir sur toi, franchement, tu peux pas mesurer. La leçon en question, c'est tu es qui tu es aujourd'hui à cause des expériences que tu as eu à vivre
dans le passé. Donc si tu veux changer la version de toi que tu es aujourd'hui, si tu veux devenir une autre version, tu vas devoir retourner dans le passé, c'est difficile, revivre ces expériences dans le passé qui t'ont marqué et comprendre pourquoi ces expériences-là t'ont marqué à ce point-là pour pouvoir vraiment changer. Parce que moi, je te reviens encore sur mon histoire parce que je te parle de moi, je connais moi mieux que tout le monde. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, c'est allé très vite. C'est-à-dire que au bout de 6 mois, j'ai commencé à avoir un succès qui commençait à me dépasser en tant que personne. Dans le sens où l'image que les gens avaient de moi sur Internet était beaucoup plus haute que la version de moi que j'étais à ce point-là. Moi, personnellement, j'étais toujours dans mon travail de développement personnel. Je travaillais toujours sur moi. Je travaillais toujours sur mon business. Mais YouTube a pris le dessus de ouf. Crois-moi, quand tu es connu sur Internet, les gens direct, ils te mettent à un piédestal. Ils te mettent ici. Alors que toi, en tant que personne, tu es toujours là dans ton développement personnel, dans ton coin en train de travailler. Et là, il y a des gars sur Internet qui te prennent pour modèle. C'était le modèle. Ibrahim, c'est toi qu'on suit. Tout ce que tu dis, on le suit à la lettre. Donc, ça m'a surpris. Je vais pas te mentir. J'ai essayé de gérer ça du mieux que je pouvais. J'ai essayé de ne pas le laisser transparaître dans mes vidéos. Je pense que j'ai fait un bon travail. Donc, si tu l'as senti transparaître, c'est que j'ai pas fait un bon travail. Mais si tu l'as pas senti, c'est que j'ai fait un bon travail. Dans le sens où ça m'a forcé à vraiment me développer plus rapidement. Parce que je me disais, j'ai pas envie d'être un imposteur. C'est l'une de mes plus grosses phobies, être un imposteur. C'est-à-dire que montrer une image aux gens que je ne suis pas. Ça, c'est un truc que je veux vraiment éviter à tous les coups. Et à l'époque, lorsque YouTube a commencé à réussir plus rapidement que mon développement personnel, je devenais rapidement un imposteur. Parce que plus mon nombre d'abonnés augmentait, plus les gens augmentaient ma valeur à leurs yeux. Alors que moi, en tant que personne, j'augmentais pas de valeur. Puisque j'avançais doucement dans mon développement personnel. Donc, ça me mettait une pression, laisse tomber. Donc, moi, je me disais, puisque je ne veux pas finir un imposteur, je veux pas être ces gens comme ceux qui sont sur Internet, ils font des vidéos, ils sont heureux, mais quand ils éteignent la caméra, ils font des dépressions, laisse tomber, tu vois. Des gars sur Internet comme ça, il y en a plein. Et le plus souvent, ce genre de personnes-là, ce sont des imposteurs, on va le dire clairement. Ils sont sur YouTube, ils montent une image, et le plus souvent, ça arrive avec, tu vois, les YouTubeurs qui font des vidéos de distraction, des vidéos de gaming, des vidéos drôles, etc. C'est-à-dire qu'ils ont habitué leur audience à une image. Quelqu'un qui est toujours joyeux, qui fait des vidéos de jeux, qui est tout le temps paisible, qui a une belle vie, qui a la meilleure vie du monde. Du coup, ils sont obligés d'afficher cette image-là aux gens, même si c'est pas leur vraie vie. Et ça crée un gros décalage entre ta vie réelle et la vie que tu affiches sur les réseaux. Et si tu accentues ça, tu continues ça sur le long terme, ça crée des dépressions, tu deviens un imposteur et tu fais ce que tu veux, tu gâches ta vie. Et moi, c'est un truc que à tout prix, je voulais éviter. Donc, lorsque ma notoriété, elle avançait rapidement sur les réseaux, parallèlement, moi aussi, je faisais ce travail-là d'avancer rapidement en tant que personne et de me développer rapidement. C'est-à-dire que je voulais pas être une personne sur Internet, on me prend pour un entrepreneur, un exemple, etc. Alors que dans ma vie personnelle, c'était pas le cas. Dans ma vie personnelle, je galérais, j'étais pas productif, j'étais pas discipliné, etc. Du coup, cette leçon-là m'a beaucoup aidé. Cette leçon, c'est tu es qui tu es aujourd'hui à cause des expériences que tu as eu à vivre dans le passé. Dans le sens où, lorsque tu liras le livre, je t'invite à aller le lire. C'est un livre qui est très court, il fait à peine 100 pages. Tu le lis en 4 jours, une semaine, si tu es vraiment à fond. Tu apprendras que dans ce livre-là, il parle beaucoup des expériences que tu as eu à vivre avec surtout ta famille. Ta famille, ce sont les personnes qui ont le plus d'impact sur toi. Depuis ta naissance, c'est les personnes que tu connais en premier, etc. Tes parents, surtout tes frères et sœurs, etc. C'est les personnes avec qui tu as les premières expériences dans ta vie. Donc logiquement, ces personnes-là, dès le jeune âge, elles t'impactent. Donc si ces personnes-là, elles ont des bons comportements envers toi, ça va t'impacter positivement. Mais si ces personnes-là, dès le jeune âge, elles ont des mauvais comportements négatifs envers toi, ça va aussi t'impacter négativement. Et il y a plein d'études qui disent que la majorité des tueurs en série, des violeurs, etc., c'est des personnes qui ont eu des traumatismes quand ils étaient jeunes, dans leur famille, provenant de leurs parents, etc. Donc ça revient à cette leçon, c'est tu es qui tu es aujourd'hui à cause des expériences que tu as eu à vivre dans le passé. Si tu es une personne qui est violente, une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions, une personne qui est paresseuse, une personne qui est agressive, une personne qui n'a pas confiance en elle, crois-moi, tout ça, ça résulte des expériences que tu as eu à vivre quand tu étais jeune, 100%, et principalement avec ta famille. Du coup, si tu veux savoir comment régler ça, je t'invite à revivre ces expériences-là, à aller fouiller dans ton passé, de dire, ok, quand j'étais jeune, quel genre de relation j'avais avec mes parents, etc. Quel genre d'environnement on avait à la maison. Est-ce que c'est un environnement violent? Est-ce que c'était un environnement agressif? Est-ce que c'était un environnement qui favorisait le dialogue? Et pour ceux qui ont des familles africaines, vous connaissez que c'est pas un environnement où tu discutes, hein? C'est un environnement où t'as jamais raison. Quand t'es jeune, t'es le plus jeune, t'as jamais raison. Même si t'as raison, t'as pas raison. C'est un truc qui m'a beaucoup impacté dans ma jeunesse, dans le sens où aujourd'hui, je suis une personne qui s'exprime beaucoup. En vidéo, même dans la vie en général, je m'exprime beaucoup sur les sujets de la vie. Je dis ce que je pense, tu vois, parce que j'accorde beaucoup d'importance à ça. Dire ce que tu penses. Ça, c'est un truc que j'ai dû à développer, on va dire tardivement. C'est-à-dire à partir de 20 ans, 21 ans, etc. C'est plus quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube que j'ai vraiment commencé
commencé à développer cet aspect qui s'exprime plus sur certains sujets. Parce que, je reviens encore aux familles africaines. Quand tu viens d'une famille africaine, quand tu es jeune, tu peux pas forcément exprimer tes idées. Parce qu'ils auront toujours la conception de se dire, parce que tu es jeune, t'en connais moins que nous. Parce que tu es plus jeune, t'as pas d'expérience que nous. Donc tu peux rien nous apprendre. Du coup, tu as ce complexe-là très jeune de te dire, même si j'ai un avis, est-ce que mon avis compte réellement? C'est pas mieux, je me tais et j'écoute juste mes parents et voilà, je vis ma vie. Mais avec le temps, et surtout quand je me suis lancé sur YouTube et que j'ai commencé à me rendre compte que les expériences que je partageais, toutes les connaissances que j'avais, que je partageais, profitaient à d'autres personnes, sans te mentir, ça a aussi augmenté la confiance que j'avais en moi, dans le sens de me dire, ah ouais, ce que je dis, ça a de l'importance. Dans le sens où ça augmente ta confiance de parler, de te rendre compte que les gens accordent de la valeur à ce que tu dis. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidé à développer plus cet aspect de moi-là qui s'exprime sur des sujets. Avant, je m'exprimais pas. Avant, je pouvais avoir des réflexions de dingue. Einstein, laisse tomber. Mais j'allais me dire, si je dis ça, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Je me posais plein de questions parce que j'avais pas assez confiance en moi, en mes capacités. Et malheureusement, ce genre de blocage-là résulte des expériences que tu as eu à vivre très jeune dans ta vie. Donc moi, par exemple, j'ai pas vraiment vécu dans un environnement qui favorisait beaucoup le dialogue, les parents. J'ai pas, voilà, je dis ça doucement parce qu'ils vont venir me mettre des coups de pression. J'ai pas forcément vécu dans un environnement qui favorisait beaucoup la discussion, le dialogue, le fait d'exprimer tes idées ouvertement devant tout le monde. Du coup, tu peux avoir des idées pertinentes de fou qui peuvent changer le monde, mais tu les exprimais pas parce que l'environnement n'était pas propice pour ça. Donc c'était la dernière leçon parce que j'ai dit des secrets que je devais pas dire à des parents africains, donc le peace out.